Bonjour chers auditeurs, et bienvenue dans l'Historien du dimanche, le podcast où l'on prend le temps de décortiquer les histoires fascinantes, même celles qui nous semblent un peu, disons, à côté de la plaque. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers où les horloges fondent, où les pipes ne sont pas des pipes, et où les rêves prennent le pouvoir. Accrochez-vous, car on part à la découverte du surréalisme et de ses drôles de précurseurs. Le surréalisme, un mot qu'on utilise parfois à tort et à travers pour qualifier tout ce qui est bizarre ou inattendu. Mais derrière ce mot, il y a une histoire profonde, une révolution de l'esprit, une exploration audacieuse des recoins les plus secrets de l'âme humaine. C'est bien plus qu'un simple mouvement artistique. C'est une philosophie, une manière d'être au monde, une quête de liberté totale. Alors, pour bien comprendre cette aventure, il faut remonter un peu le temps, car le surréalisme n'est pas né de nulle part. Il a germé sur un terreau fertile, nourri par des courants de pensée et des événements qui ont secoué l'Europe à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Imaginez, la fin du XIXe siècle. Le monde change à une vitesse folle. La science progresse, la technique aussi, mais l'homme, lui, se sent parfois perdu dans cette course effrénée. C'est dans ce contexte que naissent des mouvements comme le symbolisme. Des poètes comme Baudelaire, Mallarmé, et des peintres, commencent à préférer la suggestion à la description, le mystère à la logique pure. Ils sont fatigués du réalisme, du naturalisme, de la photographie qui capture tout. Ils veulent explorer les mondes intérieurs, les sensations, les idées, les songes. Ce n'est pas encore le surréalisme, mais l'idée que la réalité n'est pas seulement ce que l'on voit, et que l'imaginaire a sa propre puissance, commence à faire son chemin. Mais le vrai coup de tonnerre, celui qui va vraiment ouvrir la voie au surréalisme, vient d'un tout autre horizon, la psychologie. Et plus précisément, d'un médecin autrichien du nom de Sigmund Freud. Dans les années 1900, Freud publie ses travaux sur l'inconscient, sur l'interprétation des rêves. Il avance l'idée que nos pensées, nos désirs, nos peurs les plus profonds sont tapis dans un coin de notre esprit, sans que nous en ayons conscience. Et que ces forces cachées se manifestent notamment à travers nos rêves, ces voyages nocturnes où la logique diurne semble s'évanouir. Pour l'époque, c'est une révolution. L'idée que notre esprit n'est pas seulement un organe rationnel, mais un continent inexploré, plein de forces obscures et de richesses insoupçonnées, ça va électriser toute une génération d'artistes. Si l'inconscient est la clé, alors il faut trouver le moyen de l'ouvrir, de le laisser s'exprimer. Et puis, il y a eu un événement cataclysmique qui a tout balayé sur son passage, la Première Guerre mondiale. L'Europe est déchirée, des millions de vies sont fauchées. La raison, la science, le progrès, tout ce qui était censé nous rendre meilleurs, a conduit à une barbarie inimaginable. Comment continuer à croire en la logique, en la beauté classique, quand le monde entier semble sombrer dans la folie? C'est là qu'intervient un mouvement furieux, provocateur, né en pleine guerre, en 1916, dans un cabaret zurichois, Dada. Des artistes et des poètes comme Tristan Tzara, Hugo Ball, Marcel Duchamp, profondément écœurés par la guerre et par la société qui l'avait engendrée, décident de tout rejeter en bloc. Ils proclament l'absurdité de tout. L'art, la logique, la morale, la raison, tout est bon à jeter à la poubelle. Ils créent des œuvres volontairement illogiques, des poèmes faits de mots tirés au hasard dans un chapeau, des performances qui choquent et dérangent. Dada, c'est un grand nom, retentissant à la face du monde. Marcel Duchamp, par exemple, avec ses « ready-made », comme un urinoir qu'il signe « Hermut » et qu'il expose dans une galerie, pousse l'absurdité à son paroxysme. Est-ce de l'art? Où est la limite? Dada voulait prouver que l'art, tel qu'on le connaissait, était mort, ou en tout cas, qu'il ne servait plus à rien. C'est dans cette effervescence de rejet et de questionnement que le surréalisme va prendre forme. Plusieurs jeunes poètes et écrivains parisiens, qui avaient été très proches du mouvement Dada, se rendent compte que le nihilisme, le refus systématique de tout, ne suffit pas. Ils veulent aller plus loin que la destruction. Ils veulent construire quelque chose de nouveau, s'appuyer sur les fondations qu'ont posées Freud et Dada, mais pour édifier un nouveau monde. Parmi eux, un homme charismatique, visionnaire, qui va devenir la figure tutélaire du mouvement, André Breton. Autour de lui gravitent des personnalités comme Louis Aragon, Philippe Soupault, Paul Éluard. Ces jeunes gens sont fascinés par l'inconscient de Freud. Et si l'on pouvait puiser dans cette source, dans ce réservoir de pensée, d'images, de désirs, pour créer un art et une vie plus authentiques, plus libres? C'est ainsi qu'il commence à expérimenter. Les sommeils hypnotiques de Robert Desnos, où il se mettait en transe et parlait sans filtre, ou l'écriture automatique.
L'idée est simple. Laisser sa main courir sur la feuille, ou ses mots jaillir, sans le moindre contrôle de la raison, sans censure, sans intention. Un peu comme si on retranscrivait directement les chuchotements de l'inconscient. En 1919, André Breton et Philippe Soupeau publient « Les champs magnétiques », le premier livre entièrement écrit en écriture automatique. C'est un texte déroutant, sans logique apparente, mais d'une puissance d'évocation incroyable. Il montre que, oui, il y a quelque chose à explorer de ce côté-là. Et puis, en 1924, c'est le grand moment. André Breton publie le « Manifeste du surréalisme ». Ce texte fondateur, c'est un pavé dans la mare. Il y définit le surréalisme comme un « automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. » Voilà, le mot est lâché, la direction est donnée. Le surréalisme n'est pas juste un style ou une école. C'est une méthode, une quête, une révolution. Il s'agit de libérer la pensée, de renverser la dictature de la logique, de réconcilier le rêve et la réalité dans une surréalité. Très vite, le mouvement attire à lui de nombreux esprits brillants et créatifs. Pas seulement des écrivains, mais aussi des peintres, des sculpteurs, des cinéastes. L'aventure prend des ailes. Côté littérature, on a Paul Éluard, dont la poésie, même si elle est travaillée, porte l'empreinte de l'amour fou, du mystère, de la beauté convulsive chère aux surréalistes. René Char, Benjamin Perret, Louis Aragon dans sa période surréaliste, explorent les méandres du langage pour en faire jaillir des images fulgurantes. Mais c'est sans doute dans les arts visuels que le surréalisme va marquer le plus fortement l'imaginaire collectif. Des peintres incroyables se joignent au mouvement, chacun apportant sa propre vision, sa propre manière de faire surgir l'inconscient sur la toile. Comment ne pas penser à Salvador Dali ? Le plus célèbre, le plus excentrique, le plus surréaliste, aux yeux du grand public. Dali, avec ses montres molles qui dégoulinent ou ses éléphants aux pattes d'insectes, il a plongé dans l'imaginaire des rêves, explorant nos peurs et nos désirs les plus profonds avec une précision photographique. Il parlait de sa méthode paranoïaque critique, une manière de stimuler des délires interprétatifs pour donner corps à ses visions. Ces tableaux sont des énigmes, des portes ouvertes sur l'étrange familiarité du rêve. Et puis il y a René Magritte, le Belge, l'homme au chapeau melon. Magritte, lui, joue avec la réalité, il la déjoue, la questionne. Il place des objets du quotidien dans des contextes incongrus, créant un sentiment de mystère et d'inquiétude. Son célèbre tableau, La trahison des images, avec une pipe et la mention « Ceci n'est pas une pipe », est une réflexion sur le langage, sur la représentation, sur le fossé entre la chose et son image. Il ne peignait pas des rêves, mais il donnait à la réalité une texture de rêve. Joan Miró, l'Espagnol, lui, apporte une touche plus ludique, plus joyeuse, mais non moins profonde. Ses toiles sont peuplées de formes biomorphiques, de constellations de signes qui rappellent un univers enfantin et cosmique à la fois. C'est le côté lyrique, organique du surréalisme, où la ligne et la couleur se libèrent. Max Ernst, un autre géant, a inventé des techniques pour court-circuiter la conscience. Le frottage, par exemple, où l'on frotte un crayon sur une feuille posée sur une surface texturée pour faire apparaître des formes inattendues. Ou le collage, qui, en assemblant des images disparates, crée des sens nouveaux, des chocs visuels, des récits oniriques. Yves Tanguy, avec ses paysages désolés, ses formes osseuses et ses horizons lointains, nous emmène dans un monde à la fois minéral et organique, où le temps semble suspendu et où la gravité est incertaine. Bien sûr, le surréalisme a aussi exploré d'autres médias. Au cinéma, Luis Buñuel et Salvador Dali ont créé « Un chien andalou » en 1929, un film qui choque et fascine encore aujourd'hui par sa succession d'images sans logique narrative apparente, comme l'œil coupé au rasoir, qui reste gravé dans les mémoires. Les surréalistes ont aussi inventé des jeux, comme le « cadavre exquis ». Le principe est simple. Plusieurs personnes écrivent ou dessinent à tour de rôle une partie d'une phrase ou d'une figure sans voir les contributions précédentes. Le résultat est souvent absurde et poétique, révélant la puissance de la collaboration de l'inconscient. Mais le surréalisme n'est pas resté cantonné au salon parisien ou aux galeries d'art. C'est un mouvement qui se veut politique, révolutionnaire. Les surréalistes ont milité contre le colonialisme, le fascisme. Ils ont cherché à transformer non seulement l'art, mais la vie elle-même. Ils ont cru en la libération de l'homme, en la capacité de l'imaginaire à changer le monde.
Cela a parfois conduit à des ruptures, des exclusions, des débats passionnés, car l'orthodoxie bretonienne était exigeante. Le surréalisme était une famille certes, mais parfois une famille très turbulente. La Seconde Guerre mondiale a dispersé les surréalistes. Beaucoup se sont exilés aux États-Unis, où ils ont exercé une influence considérable sur les mouvements artistiques d'après-guerre, notamment l'expressionnisme abstrait. Après la guerre, le mouvement, tel qu'il avait été fondé, a commencé à se disperser, à évoluer. André Breton est resté fidèle à l'esprit surréaliste jusqu'à sa mort en 1966. Mais l'influence du surréalisme est immense et perdure bien au-delà des années 60. On la retrouve dans la publicité, le cinéma, la musique, la mode. L'idée que l'imaginaire a une place prépondérante, que le rêve est une force vive, que la logique n'est pas la seule voie, tout cela a irrigué notre culture. Alors, la prochaine fois que vous verrez un tableau étrange, une image dérangeante, une pub un peu loufoque, ou que vous vous laisserez emporter par un rêve particulièrement vif, pensez au surréalisme. Pensez à ces artistes et ces poètes qui ont osé ouvrir la porte de l'inconnu, qui ont cherché à accent aigu enchanter le monde en le regardant avec les yeux de l'inconscient. Ils nous ont appris que la réalité est bien plus vaste et plus mystérieuse que ce que nos sens nous donnent à voir, et que la plus grande des aventures se situe peut-être, finalement, au cœur de notre propre esprit. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Historien du dimanche. J'espère que cette plongée dans les profondeurs du surréalisme vous aura transporté. N'hésitez pas à partager vos propres rêves étranges en commentaire, ou simplement à nous dire ce que vous avez pensé de cette histoire. À la semaine prochaine pour un nouveau voyage dans le temps.